Il y a eu un passage très important qui a été évoqué. En fait, c'est venu lors du forum de Saint-Pétersbourg. C'était un discours prononcé par un certain Andrei Bezrukov, un ancien du SVR, donc un ex-officier du KGB, ancien haut responsable, quelqu'un de très sérieux et de haut niveau. Il a expliqué qu'à la suite de ce qui s'est passé en Iran, et plus largement dans les relations avec les États-Unis, la Russie est entrée dans une nouvelle confrontation mondiale, prolongée avec l'Occident. Selon lui, cela marque un changement fondamental dans la nature de la guerre, et cela va définir la politique et la société russe pour les années à venir. Il a ajouté que cette situation pourrait durer 20 à 30 ans. Ce n'est plus une guerre classique, mais une guerre d'usure, centrée sur la déstabilisation des systèmes essentiels, les infrastructures, les réseaux de commandement, la technologie, les capacités spatiales, ainsi que ces domaines biologiques et informationnels. Il a dit que l'Occident considère la Russie comme une menace existentielle et qu'il évite délibérément une confrontation nucléaire au profit d'une stratégie d'escalade progressive. Ensuite, il a repris l'analogie que je vous ai donnée tout à l'heure. Selon lui, l'Europe essaie de faire bouillir la grenouille russe dans l'eau en augmentant la température petit à petit jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus survivre. Donc, on entre dans une nouvelle économie, un nouveau monde. Au cœur de tout ça, il y a l'idée de protection de soi. Comment tous ces États, la Russie, la Chine, vont-ils se protéger face à la politique que mènent actuellement les États-Unis? Comment vont-ils s'en protéger? Eh bien, la réponse, c'est qu'ils vont devoir devenir moins dépendants de ce qu'ils ne peuvent pas contrôler. Peut-être que certains auront des ressources en pétrole ou en énergie, mais pour la nourriture, les engrais et tous les autres aspects de la vie moderne, ils vont devoir trouver des alternatives ou bien devenir beaucoup plus autonomes. Je pense qu'on va assister à un grand basculement, pas seulement de la part de la Russie, mais du monde entier, vers une autre forme d'économie. On va s'éloigner, si on veut, d'une économie mondialisée, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus défensif, comme le dit l'officier du SVR, une économie défensive, une posture défensive. L'objectif, c'est de pouvoir gérer les sanctions, les droits de douane et la guerre économique menée par les États-Unis, mais aussi de sortir des risques liés au dollar et de trouver des moyens de gérer la finance sans passer par l'usage du dollar. Donc, si on regarde les choses comme ça, parce que si on considère la Russie et l'Iran comme deux rouages d'une machine plus vaste, on voit bien qu'ils pensent tous les deux sur le long terme. Quand on parle de la Russie, on parle peut-être d'une stratégie sur 20 ans. Et si l'Iran suit la logique de la stratégie que vous avez lue à l'écran il y a quelques minutes, ça veut dire aussi plusieurs années, on ne sait pas combien, mais leur état d'esprit, clairement, c'est le long terme. Le président Trump, lui, est en colère et il n'arrive pas à se concentrer sur ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Il va vouloir agir parce qu'on n'a pas de patience. On ne réfléchit jamais à long terme. Alors laissez-moi vous poser une question sur un autre rouage important de cette machine internationale, la Chine. Est-ce que vous pensez qu'elle joue un rôle similaire à celui de l'Iran et de la Russie? Exactement. Et c'est ce qu'ils font. Ils le font simplement avec d'autres outils. Ils utilisent les terres rares, ils utilisent la technologie. Et vous savez, tout ça fait partie d'une guerre plus large, parce que les États-Unis sont très clairs là-dessus. Ils appellent ça, vous savez, la Pax Siliconica. Leur objectif, c'est d'avoir le monopole des centres de données et du contrôle de la technologie, y compris des technologies d'intelligence artificielle intrusives, pour pouvoir maîtriser la sécurité. Mais le problème, enfin, il y a deux problèmes pour les États-Unis avec l'IA. D'abord, ils n'ont pas l'énergie électrique nécessaire. Et ensuite, c'est pas rentable. Il y a un vrai problème de rentabilité.
Ils sont donc désespérés de trouver de nouvelles ressources. Et c'est sans doute pour ça que Trump a suggéré que les États-Unis pourraient investir dans ces secteurs, les entreprises d'intelligence artificielle, et y injecter de l'argent public, en quelque sorte, pour les socialiser. Mais le point principal que je veux souligner ici, et qui concerne aussi l'Iran, c'est la façon dont ils ont essayé de résoudre le problème du manque d'énergie aux États-Unis, et du coût trop élevé de cette énergie. En Chine, l'énergie coûte environ 1/6 du prix qu'elle coûte aux États-Unis. Alors ils ont déplacé leurs centres de données vers les États du Golfe, vers les Émirats arabes unis, vers Bahreïn. D'immenses centres de données y sont transférés, tout simplement parce que l'énergie y est bien meilleur marché. Et l'Iran, comme d'autres États, voit ça comme une sorte de projet où, en gros, le Golfe deviendrait un protectorat économique des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Les États du Golfe domineraient leur IA au nom de Washington, mais l'utiliseraient contre l'Iran, contre la Russie et contre la Chine. C'est pour ça que l'Iran dit aussi, écoutez, si vous voulez coexister dans le Golfe avec nous, débarrassez-vous de ces centres de données. Pourquoi dépenser 30 milliards de dollars pour des data centers? Tout ça fait partie de la structure que les États-Unis sont en train de mettre en place, en espérant que tout le monde devra passer par la Silicon Valley pour son IA, pour sa puissance de calcul, pour tout. L'Amérique n'a peut-être plus le pétrodollar, mais elle aurait la rente et les revenus de la technologie de l'intelligence artificielle, en situation de monopole. Et cela garantirait la prospérité future des États-Unis. Maintenant, la question de savoir si ça va vraiment marcher, c'est autre chose. Mais pour l'Iran, la Chine et la Russie, le principe est clair. Les États-Unis ne peuvent pas simplement déplacer, si on veut, cette structure de contrôle et de monopole vers le Golfe, à côté de l'Iran, parce que c'est contraire aux intérêts iraniens. Et l'Iran le perçoit comme tel. Ils disent « Vous devez rejoindre les structures économiques asiatiques. Vous devez faire partie de l'Asie si vous voulez survivre dans le Golfe. Vous ne pouvez pas simplement être une extension de la Silicon Valley, installée juste à côté de nous, en utilisant vos centres de données pour nous cibler, ou pour viser tout ce que vous considérez comme une menace pour Israël depuis le Golfe. » Alors, laissez-moi vous poser la question, juste pour garder une certaine continuité. Pour simplifier, disons qu'il s'agit d'un conflit qui pourrait durer 20 ans et que ces gens se préparent mentalement à le mener sur le long terme. Donc, ce n'est pas seulement une question de ce qui va se passer demain ou même dans le mois qui vient. Ils se projettent bien plus loin, presque quoi qu'il arrive, à court terme. Est-ce que les États-Unis peuvent gagner cette bataille de longue haleine? Ou peut-être une question encore plus pertinente. Est-ce qu'on peut vraiment rivaliser avec ça si notre état d'esprit reste centré sur le prochain cycle électoral? On ne regarde jamais plus de 2 ans devant nous. Quelle est votre analyse? Eh bien, je pense qu'on est dans une nouvelle guerre. Une guerre entre des visions de civilisation vraiment profondes. Pour l'Iran, comme je l'ai dit, il s'agit, vous savez, de leur volonté de se sacrifier pour leur autonomie, pour leur souveraineté, pour pouvoir choisir leur propre destin. Et c'est pareil pour la Russie et pareil pour la Chine. La Chine, à sa manière, fait la même chose. Donc il y a à la fois un horizon à court terme et un horizon à long terme. L'horizon à long terme, c'est celui qu'un ancien responsable du renseignement russe, du SVR, a décrit très clairement dans un discours vraiment intéressant, où il expliquait qu'il fallait qu'il y ait une dissuasion, qu'il fallait que l'Occident ait peur de la Russie. Donc il faut renforcer la dissuasion, se préparer à une guerre longue,
mais en même temps à une guerre courte. Alors, quelle sera la faille? Qu'est-ce qui va changer? Trump est pris au piège. Israël est pris au piège. Israël est tout autant piégé en réalité que les États-Unis, que Trump lui-même sur la question de l'Iran. Je peux l'expliquer, mais c'est bien la situation telle qu'elle est. Alors, comment tout ça va se terminer? Eh bien, je pense que ça ne prendra sans doute pas 10 ans, ni même 10 mois. À mon avis, ça commencera à se dénouer quand l'Europe tombera de la falaise économique, ce qui pourrait arriver assez vite. Elle manquera de carburant pour ses avions, de diesel pour approvisionner les commerces de la région. L'essence devra être rationnée. Tout ça va se mettre en place. Ce sera probablement la fin de ce chapitre, parce qu'à ce moment-là, les États-Unis en viendront sans doute à la conclusion suivante. Le mieux, c'est d'arrêter tout ça, de se retirer et de laisser les choses en l'état. Bon, regardons un peu certains de ces vents contraires, parce que vous avez publié plusieurs articles sur votre site Conflicts Forum, et je pense qu'ils sont directement liés à ce dont vous parlez ici. Certaines de ces choses vont sans doute être nouvelles pour notre public, parce qu'elles ne sont pas encore dans les médias traditionnels. On n'en parle même pas encore ici. Mais il y a quand même de sacrés vents contraires, y compris à l'intérieur d'Israël. Je voudrais qu'on se concentre sur 2 points, parce que vous avez publié récemment 2 analyses. L'une sur ce qui se passe autour de Netanyahou lui-même, et l'autre sur l'ordre politique en Iran et en Israël, qui pourrait aussi perturber les plans militaires israéliens. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ces 2 aspects. Commençons par la partie sur Netanyahou. Vous écrivez dans cet article que Netanyahou a échoué à rallumer la guerre, du moins jusqu'à présent. Une nouvelle équation stratégique, à la fois dangereuse et contraignante, limite désormais la puissance d'Israël. Et à ce sujet, vous publiez ici un message de ce Ben Caspit qui dit que, lors d'une apparition hier devant une caméra, Netanyahou avait l'air d'un ballon dégonflé. Et quand on lit un peu plus loin, on est passé d'une situation où Israël agissait librement dans le sud du Liban et bombardait le Hezbollah, à Beyrouth, chaque fois que c'était nécessaire, à une situation où nous sommes devenus les otages des Iraniens. Israël ne peut pas supporter d'autres cycles de guerre avec l'Iran. Alors voyons ce que cela donnerait si Trump obtenait ce qu'il veut. L'économie ne le supporterait pas, dit-il. Le public ne le supporterait pas. L'appareil sécuritaire aurait du mal à le supporter. Et tout cela est vrai pour l'ère Trump. Netanyahou ne voulait pas mettre fin à cette guerre. Il voulait aller jusqu'à la fin de son mandat. Il y est parvenu. C'est une victoire totale, mais une perte stratégique terrible pour le pays. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il veut dire, c'est ça. Si on regarde les choses dans leur ensemble, pas seulement au Liban, on voit qu'Israël suit cette politique dans tout le Moyen-Orient depuis le 7 octobre. Une guerre sans négociation, sans politique, simplement une guerre pour sécuriser des territoires, pour établir un grand Israël et pour éliminer, expulser ou exterminer tout ennemi potentiel. Les Israéliens appellent ce projet une guerre permanente jusqu'à la racine. Et ce mot, racine, dit tout. C'est exactement ce qu'on voit à Gaza. C'est ce qu'on voit aussi dans le sud du Liban. Et ce qu'on entend maintenant de la part de responsables militaires et politiques de haut niveau, c'est qu'ils reconnaissent leur échec. Israël a échoué. Ils pensaient que l'Iran allait s'effondrer, qu'il y aurait un soulèvement qui renverserait l'État. Mais c'est l'inverse qui s'est produit. C'est leur stratégie qui s'est effondrée. En fait, et c'est ce que disent les Israéliens, l'Iran est sorti plus fort de cette guerre, plus résilient, plus uni. Et qu'est-ce qui s'est passé? Nous sommes embourbés au Liban. On ne peut pas gagner. Nous n'avons pas de stratégie au Liban. On ne peut pas non plus gagner à Gaza.
La situation empire. Le Hezbollah et le Hamas se renforcent partout dans la région. Cette politique de victoire militaire absolue, elle ne fonctionne pas. Nous n'avons pas les troupes. Il nous faudrait, 6 ou 7 fois les effectifs de Tsahal que nous avons aujourd'hui. Il nous faudrait 6 ou 7 armées israéliennes supplémentaires pour faire face à ce qu'on nous demande. Nous sommes piégés dans cette logique. Et il faut repenser tout ce projet, M. Netanyahou. Ça n'a pas marché, cette stratégie d'agression militaire extrême pour imposer la domination et l'hégémonie d'Israël dans la région. On n'a réussi nulle part avec ça, et ça nous coûte énormément. Comme l'a dit Ben Caspi dans cet article, les gens ne sont plus avec nous. Ils voient bien que c'est un échec. On leur avait dit que l'Iran s'effondrerait comme un château de cartes, que tout serait ensuite partagé, que ce serait fini, et qu'Israël deviendrait l'hégémonie incontestée de la région. En réalité, ils se battent encore sur tous les fronts, et ils ne gagnent pas. Alors la vraie question c'est, comment on fait face à ça? Eh bien, une des réponses, c'est de revenir à l'ancienne équation de Ben Gourion. Israël est un petit pays, avec de petites frontières, une petite population, une petite économie, une petite armée. On doit rester dans nos limites, à l'intérieur de nos frontières. On ne peut pas se permettre de tout contrôler. Nous n'avons pas les moyens de contrôler toute la région par la force des armes, militairement parlant. Nous sommes une armée de réservistes, une armée clausewitzienne, qui considère la guerre comme une simple extension de la politique. Alors vous savez, le débat est en cours, et la vraie question ici, c'est de savoir si toute cette stratégie n'a pas été une erreur. Est-ce qu'il faut repenser toute l'idée du sionisme, des droits particuliers accordés à un groupe de population sur des territoires partagés avec d'autres? Est-ce qu'il faut revoir les structures mêmes? C'est donc une véritable crise, une crise existentielle qui a commencé. Elle n'a pas encore atteint son point culminant. Elle n'a pas encore produit tous ses effets. Mais si on regarde les sondages, Netanyahou, pour la première fois, j'ai toujours été celui qui disait « Attention, ne pensez pas que Netanyahou va simplement être écarté et remplacé. C'est un survivant. Je l'ai vu, je le sais depuis longtemps. Il trouve toujours un moyen de s'en sortir. C'est comme une anguille, il glisse entre les mailles et reste au pouvoir. Mais cette fois, ça ressemble vraiment à une crise. Je ne suis pas sûr qu'il s'en sorte. Les sondages montrent qu'il ne va pas y survivre. Le procès laisse penser qu'il ne s'en sortira pas non plus. Et il n'a toujours pas reçu de grâce présidentielle. Donc oui, c'est une vraie crise. Voilà pour la crise là-bas. Et à Washington, c'est différent. Trump est coincé. S'il continue la guerre, ça va lui coûter politiquement. S'il la prolonge et l'intensifie, ses sondages, qui sont déjà au plus bas, vont encore se dégrader. L'économie, tout le monde dit que ce mois-ci, en juin, ou d'ici juillet, on va commencer à voir les effets des pénuries d'énergie un peu partout. On va voir les chaînes d'approvisionnement se casser, il n'y a plus d'hélium, les engrais ne sont plus disponibles. Les économies commencent à ressentir, disons, ces fractures. La capacité des gens à payer pour les choses diminue, parce que l'argent qui venait du commerce du pétrole n'est plus là pour financer le reste. Donc je pense que la situation est très grave en Israël en ce moment. En fait, je voudrais revenir sur ce que vous disiez à propos de la capacité de survie de Netanyahou et de son incroyable talent, quoi qu'on pense de lui personnellement, pour revenir au pouvoir encore et encore, malgré les désastres politiques qu'il a connus et la façon dont il parvient toujours à se relever. Vous écrivez aussi dans un autre article ici que Israël glisse vers l'anarchie. Vous montrez plusieurs titres de presse. Israël avertit qu'il glisse vers l'anarchie. Le Netanyahou purgé prend le contrôle de presque tous les centres de pouvoir en Israël à l'approche des élections. Et,
sous le premier ministre le plus autoritaire de l'histoire, les fidèles de Netanyahou prennent la tête du Mossad. Les émeutes commencent. Et celui-ci, enfin. Netanyahou devrait annoncer clairement son objectif, la guerre éternelle. Aucun de ses principaux responsables de la sécurité ne le contesterait. Ils sont peut-être même plus extrêmes que lui. Qu'est-ce que tout cela vous dit sur l'avenir, même à court terme, d'Israël? Je veux simplement souligner que toutes ces citations ne viennent pas du Conflicts Forum, ni de moi personnellement. Ce sont des extraits de ce qui s'écrit en Israël à propos de la situation politique. Donc ce sont des citations de ce que les gens disent là-bas. Mais si on prend un peu de recul pour voir le tableau d'ensemble, Netanyahou a construit, depuis 20 ans, une véritable machine politique, à travers le Likoud et tout ce qui l'entoure. C'est une machine extrêmement puissante. Mais Netanyahou est malade. Il a l'air malade. Il a l'air abattu, fatigué. Et la question c'est, que se passe-t-il s'il s'en va? Cette semaine, ils doivent décider s'ils organisent des élections maintenant ou non. Elles pourraient avoir lieu en septembre ou peut-être en octobre. Mais les sondages montrent que dans l'état actuel des choses, il perdrait ces élections. Et ensuite, il pourrait devoir aller en prison si son procès continue et si les jugements lui sont défavorables. Que se passe-t-il si cette machine s'effondre? C'est justement le point que soulèvent ces Israéliens. Il a construit depuis plus de 20 ans une véritable machine politique. Un peu comme celle qu'on voyait autrefois à Chicago, une machine politique complexe. Et puis tout à coup, l'élément central, le rouage principal, disparaît. Et là, toute la machine s'écroule. Cela pourrait alors provoquer des luttes internes, du chaos. C'est pour ça que, dans la citation que vous avez lue, il essaie de placer tous ses principaux lieutenants à des postes de contrôle, même s'il perd les élections. Contrôler la justice, contrôler les structures, même en cas de défaite, et peut-être même obtenir leur soutien s'ils contestent le résultat. Donc oui, ça pourrait devenir vraiment, vraiment désagréable. Je veux dire, je ne peux pas affirmer que ça va arriver, mais il y a de très fortes chances que ce soit le cas. Et c'est ce que disent les Israéliens à ce sujet. Je vois uniquement des gens respectés, des commentateurs, des personnes d'expérience en Israël. Et eux, ils disent que la situation pourrait dégénérer en anarchie, en lutte interne. J'espère que ça aide à comprendre pourquoi. Parce que si la machine se désagrège, qui sera le Premier ministre? Qui va gérer tout ça? Il a placé ses proches au Shin Bet, au Mossad, dans les services de sécurité et de renseignement, et ailleurs, pour pouvoir garder le contrôle du pays, même s'il perd les élections. Est-ce que ça sera accepté? Est-ce que ce sera contesté? Est-ce que les gens vont s'y opposer? Ce sont des questions auxquelles, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et c'est pour ça que le moment est aussi tendu. Alors, pour revenir à notre point de départ, avec cette vision à long terme que les Iraniens adoptent quand ils observent ce genre de choses. Et bien sûr, tout ça, ce sont des informations publiques, accessibles à tout le monde. Oublions un instant ce qu'ils peuvent savoir en coulisses grâce à leurs services de renseignement. Comment l'Iran cherche-t-il à exploiter ces éléments et en quoi ça s'intègre-t-il dans ses objectifs à long terme? Eh bien, je ne pense pas. Enfin, vous savez, les Iraniens ne vont pas pouvoir s'immiscer dans le débat politique israélien. Ce n'est tout simplement pas possible. Je veux dire, c'est déjà trop complexe, même pour la plupart des Israéliens eux-mêmes. Je veux dire, mais si eux, ils voient que ce truc vacille, qu'il est peut-être fissuré, est-ce que ça va influencer leurs actions pour essayer de réussir? Ou bien est-ce que pour eux, ça ne changera absolument rien? Non, c'est juste une partie du tableau qu'ils ont depuis un certain temps
et dont, comme je le dis, un des éléments, c'est que l'Occident a en réalité perdu la guerre contre l'Iran. Il n'a pas atteint ses objectifs. Sur le plan stratégique, c'est un échec. Il y a peut-être eu une ou deux réussites tactiques, mais dans l'ensemble, c'est un échec stratégique. Les Iraniens voient bien que l'Occident n'a pas les moyens militaires de reprendre l'île de Karg ou de reprendre le détroit d'Ormuz. Il peut continuer à bombarder, mais pourquoi faire? Cela fait des semaines que les bombardements durent, sans arrêter les missiles. Même le New York Times rapporte que la plupart des villes de missiles fonctionnent toujours et qu'une demi-heure après avoir été bombardées, les missiles continuent d'en partir. Alors ils voient tout ça et ils voient un Israël affaibli. Et ça entre dans leurs calculs. Ça fait partie de cette logique dont je vous parlais, celle du communiqué du bureau du guide suprême. Un message très sûr de lui, qui dit en substance, c'est nous qui allons fixer les règles pour l'avenir, pas les subir. Nous allons affirmer notre autonomie et agir selon nos propres intérêts. Je ne pense pas que ce soit, vous savez, une sorte de combat de vengeance contre Israël en tant que tel. Les Iraniens ne fonctionnent pas vraiment comme ça. Pour eux, c'est une guerre stratégique, et ses dimensions s'étendent jusqu'au Golfe. Elle est étroitement liée à ce qui se passe en Russie. Je veux dire, la guerre en Iran a influencé la façon de penser des Russes, comme je l'ai déjà dit, et même les Chinois ont été affectés. L'un des éléments de fond qui les a poussés à faire cette déclaration audacieuse, c'est surtout le sentiment que, avant que cette guerre ne commence vraiment, pas une majorité, mais une petite minorité significative d'Iraniens pensaient que l'objectif de l'Amérique était de faire une sorte de Venezuela, affaiblir l'Iran et placer Rezaei comme nouveau dirigeant du pays. Aujourd'hui, plus personne ne croit ça en Iran. Personne, tout le monde pense que l'objectif fondamental aussi bien de Trump que d'Israël, c'était de détruire l'Iran, de le détruire complètement en tant qu'État. Et ça a eu des répercussions ailleurs. C'est pour ça que les Russes, eux aussi, commencent à reconsidérer les choses. Ils pensaient, eux aussi, que leur confrontation avec les États-Unis visait surtout à revenir aux années 90, à voir M. Poutine partir, remplacé par quelques oligarques dociles, avec qui on pourrait faire des affaires et à terme, prendre le contrôle des ressources russes. L'opinion russe a complètement changé. Ils comprennent maintenant que le but, depuis le début et depuis 2 siècles, c'est la destruction totale de la Russie en tant qu'État. Oui, je ne pense pas que ça va très bien se passer pour nous. Et cette tentative risque même de nous causer de vrais problèmes. Bon, écoutez, c'était une émission vraiment passionnante. Elle met en lumière des choses qu'on ne comprend pas toujours ou dont on ne parle pas souvent dans ce domaine. Il y a des enjeux bien plus vastes derrière tout ça, et je vous en suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir invité, merci. Comme vous le voyez, on a déjà parlé de Conflicts Forum ici dans cette émission. Il y a vraiment beaucoup de choses intéressantes là-bas. Il faut absolument y retourner et jeter un œil à conflictsforum.substack.com pour en savoir plus sur Alistair. Et on se retrouve avec plaisir dans le prochain épisode. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous tous. On revient dans environ 1 heure. Larry Johnson sera avec nous, avec toutes ses excellentes sources. Il a pas mal de nouvelles infos sur ce qui s'est passé pendant la nuit et sur ce qui pourrait arriver ensuite dans cette guerre. On va donc se pencher davantage sur la situation tactique et il a vraiment des analyses très intéressantes. Vous ne voudrez pas manquer ça. Et puis, Robert Barnes. Je crois que c'est vers 13h45 cet après-midi. Nous apportera son point de vue sur ce qui se passe à la Maison-Blanche et sur la façon dont certaines décisions sont prises.
and how we're reaching some of these decisions. And then I think in the afternoon at 3:30, we're going to have Art Berman back, who's going to take a look at how the oil industry and the oil markets have done just heroic work to keep the flow of oil moving around in such a constrained world. But what would happen if Trump makes good on his threat to go back to hitting energy? Definitely don't want to miss that. Every one of these shows is different and gives you a different aspect of this war today. That's what you get here on Daniel Davis Deep Dive. Look forward to seeing you then. See you in about an hour. You know, I don't try to talk you into buying gold or tell you how to run your stock portfolio, but there is a way you can help. Et partagez cette émission avec quelqu'un que vous aimez. Hit that like button and share this with somebody you love.